Bonsoir et joyeux Noël, bienvenue sur Europe 1, 3921, c'est le numéro à composer pour me rejoindre en direct dans cette émission. Qui est la vôtre? C'est une libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, 2 heures pour parler librement de tout ce qui vous touche, de près, de très près même, ce qui vous affecte, ce qui vous trouble aussi. Alors j'espère que ce Noël vous a comblé, que vous avez été gâtés, que vous avez des cadeaux plein les bras, mais je sais aussi que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, la vie n'est pas toujours un tapis de rose. Justement, on est là pour en parler, pour échanger, réfléchir ensemble à voix haute à ce qui vous perturbe, ou vous réjouit d'ailleurs, parce que nous, les belles histoires, on adore ça, et que vous savez que les rêves des uns sont souvent les rêves des autres. Donc voilà, j'attends vos appels, 3921. C'est Asiba et Quentin qui vous accueillent et vous attendent au standard, fidèles au poste et toujours avec leur gentillesse inépuisable. Merci à Michael qui réalise pour vous cette émission. J'attends aussi et j'aime que vous interveniez par SMS. Vos réactions sont importantes. 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Et puis bien sûr, vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. C'est Noël et tout au long de la journée, nous avons proposé de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël Europe 1. Pour cette dernière hotte, vous pouvez jouer jusqu'à 1h pour gagner un coffret beauté, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, DVD, Nicolas Canteloup, livre d'Anne Roumanoff et bien d'autres cadeaux. Tentez votre chance en nous appelant immédiatement sur le 30 21 34 centimes la minute ou par SMS en envoyant le mot Noël au 7 21 21 50 centimes plus le coût d'un SMS. Europe 1. On accueille tout de suite Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que c'est au sujet de mon ex-mari. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Oui. Ça fait 12 ans que nous sommes divorcés. On a un ado de 15 ans ensemble. Lui, il habite dans le sud, moi j'habite maintenant à Paris. Et jusqu'à présent, moi j'ai 43 ans et jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment rencontré d'autres personnes. J'ai eu des histoires avec d'autres hommes depuis mon divorce, lui aussi, mais moi je n'ai jamais vraiment refait ma vie, à croire que je faisais presque exprès à choisir l'homme qu'il ne me fallait pas. Et en réfléchissant, j'ai fait même une thérapie. Et puis ces derniers temps, je suis un peu seule en ce moment. Seule, c'est-à-dire vous n'avez pas de relation? Non, je n'ai pas de relation depuis. Ça va faire presque une bonne année, 1 an. Et parce que j'en ai eu marre et j'ai voulu me recentrer où étaient vraiment les problèmes. Et puis j'ai fait une liste, vous savez, de ce que je voulais. Bah voilà, une liste de Noël que vous avez adressée à Papa Noël. Et donc, j'ai mis les qualités, les défauts que j'acceptais, enfin tout ce que je recherchais chez un homme. Et je me suis quand même rendu compte que je décrivais mon ex-mari. Ah. Voilà. Donc, voilà. Vous avez fait son portrait? J'ai fait son portrait, mais sans, en disant, voilà, qui tu aimerais comme homme, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait comme qualité, ou comment vraiment tu aimerais qu'il soit. Et ben j'ai écrit et j'ai comparé à mon ex-mari, ça a été flagrant, quoi. Ça m'a fait bizarre. Il faut savoir que j'ai des relations extraordinaires avec mon ex-mari, c'est-à-dire on a vraiment réussi notre divorce. Oui. Oui. Cet été on est partis en vacances ensemble. Il y avait tous ses amis, donc je suis acceptée quand même par tous ses amis, par ma belle famille qui m'aime beaucoup. Moi je les aime beaucoup aussi. On n'a jamais eu de coupure. C'est un très bon papa et un très bon ex-mari. Lui n'a pas vraiment refait sa vie. Il n'a jamais eu d'autres enfants comme moi. Il n'a jamais vraiment vécu avec une autre femme. Donc ça va, ça vient, il papillonne, c'est un bel homme, donc c'est vrai qu'il a beaucoup de succès. Bon, un peu moins parce qu'il vieillit, mais bon, c'est quelqu'un de charmant, de gentil, de doux. Et moi, et même pendant les vacances, je le regardais quand même un peu différemment. Est-ce que je me posais la question, est-ce que j'aimerais repartir avec lui, quoi, retourner avec lui ou quoi? Eh ben oui, la réponse était oui, sauf que j'ai l'impression que c'est vraiment que d'un côté et pas de l'autre. Il est extrêmement gentil avec moi. Trop? Très gentil. Ouais, cet été, il a été adorable, quoi. Je veux dire, mais comme tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est très très gentil avec moi. Je sais qu'il m'aime beaucoup, qu'il me respecte énormément. Je suis la maman de son fils.
Mais j'ai bien peur que ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que peut-être il pourrait y avoir autre chose ? Ce que vous ressentez, vous, ou la gentillesse dont il fait preuve à votre égard ? Je trouve, oui, qu'il est très gentil avec moi, très respectueux. C'est moi, hein, c'est que dans mon sens. Hein. Lui ne m'a jamais fait croire quelque chose ou dit quelque chose. Il n'a jamais eu un geste plus gentil qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Une chose est importante. Dans quel terme vous vous êtes quittés au départ ? Quand il y a eu la rupture, est-ce que vous vous êtes quittés pour incompatibilité ? Est-ce qu'il y avait des conflits ? Est-ce qu'il y avait des disputes ? Est-ce qu'il y avait des cris ? Ou est-ce que ça s'est fait dans le calme, la douceur et la tempérance ? Il y a eu très très peu de cris, mais très très peu. Vraiment, c'était parce que c'était l'épuisement. Mais souvent, on me pose la question pourquoi tu as divorcé ? C'est quand même une des seules questions à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que franchement, je ne sais pas vraiment pourquoi on a divorcé. On a divorcé au bout de 4 ans de mariage. 4 ans ? Ouais, 4 ans, le temps d'avoir le fiston, et voilà. Moi, j'étais pas du tout mature, mais alors pas du tout, j'étais dans le sillage de papa-maman. J'essayais de reproduire exactement le couple de mes parents. Ça, c'est avec la thérapie que j'ai compris. Bien sûr. C'est quelques années après, bien entendu. J'étais très jeune. J'avais aucune expérience de la vie avec un homme. Enfin, j'ai quitté mes parents pour aller chez lui, quoi. Je veux dire. Et on s'est quittés. Je crois qu'un jour, j'ai dit puisque c'est comme ça, on n'a qu'à divorcer. Lui m'a dit d'accord, on divorce. Et puis j'ai plus là maintenant avec le recul, ça fait 12 ans, que c'était plus par fierté. J'ai l'impression que c'était à la limite plus par fierté, que c'était une crise dans un couple qu'on pouvait tout à fait surmonter, quoi. Je veux dire. Oui, et lui vous a dit d'accord immédiatement ? Et il a sauté sur l'occasion quand même. Hein. Oui. Il a quand même, et c'est vrai que il a pas, il ne m'a jamais retenu non plus. Hein. Vous savez, Patricia, je vais peut-être être un peu dure, oui. mais peut-être qu'il est un meilleur ami qu'il n'était un bon mari. Peut-être qu'il est un ami formidable et que ça s'arrête là. Je pense. Alors, et moi, ma crainte, c'était de faire le premier pas et de rompre cette amitié, parce que moi, cette amitié, heureusement qu'elle est là, parce qu'il m'aide avec le petit, même si c'est à 1000 kilomètres. C'est quand même un papa qui est présent, quoi. Je veux dire, il est super réglo et tout, donc j'ai peur de briser, parce que c'est vrai, des fois, j'ai lancé une vanne là-dessus je sais plus ce que j'avais dit. Si c'est comme ça, on va retourner dans le sud, et il a fait la sourde oreille, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il n'a pas enchaîné. Non, il n'a pas enchaîné. Il aurait pu sortir une vanne, ou il aurait pu rigoler, ou pas rigoler du tout même. Là, il a ignoré ce qui est pire. Oui, c'est-à-dire que c'est tombé dans l'eau. Ah, complètement. Écoutez, moi j'ai très peur que vous alliez au-devant d'une déception. Oui, c'est ce que je pense. Parce qu'il ne vous donne aucun signe de vouloir reprendre la vie commune. Vous n'êtes pas l'un et l'autre, enfin lui, dans un rapport de séduction. Vous êtes dans un rapport d'amitié, un vrai rapport d'amitié, c'est-à-dire que vous êtes proche. Très certainement, c'est quelqu'un qui vous est attaché, très attaché même. Vous êtes la mère de son enfant. Donc à ce titre, il tient essentiellement à vous. Il vous tient en estime, il est adorable avec vous, mais je ne sens pas dans vos propos, mais peut-être que je me trompe, et puis vous connaissez évidemment la situation mieux que moi, mais je ne sens pas dans vos propos qu'il y ait la moindre tentative de séduction ou le moindre effort pour vous rattraper. Or, on ne va pas chercher loin. Quand un homme a envie de vous, il vous le fait savoir très vite. Je crois, Si au bout de 12 ans, on en est là, c'est qu'on va en rester là. Pardon d'être un peu non, vous rapide. avez raison, mais c'est pour ça que je vous appelle. Mais peut-être que c'est ça. Oui, si vous voulez, il n'y a rien dans ce que vous dites. Au contraire, il se tient à distance. Quand vous faites une petite allusion, ça tombe comme ça et puis ça n'est pas relevé. Il éviterait même, j'ai l'impression, le sujet. Alors, Patricia, j'ai bien l'impression que peut-être vous devriez commencer à penser à un autre que lui. Et puis réfléchir aussi. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il vous échappe que vous tenez tellement à lui ? Peut-être. Possible aussi. Oui, cet homme, vous ne pouvez plus l'avoir, donc il vous apparaît comme super important, comme essentiel et comme l'homme idéal. Mais vous savez, on idéalise toujours ce qu'on a perdu. Oui. Même 12 ans après, oui. Surtout 12 ans après. Avec le temps de quoi on se rappelle. Des bons moments, seulement des bons moments. Tout à fait, ça c'est vrai. Alors, vous dites que vous avez vous avez arrêté votre thérapie. Peut-être que vous devriez
retourner voir quelqu'un avec qui parler. Savoir comment faire pour tourner la page. J'imagine que quand vous avez vu quelqu'un, c'était peut-être pour passer un cap, pour apprendre à vivre seul, élever votre enfant, votre fils. Voilà. Mais pour tourner la page, je pense que vous avez besoin d'élaborer. Voilà. Non, mais d'en parler, de vider, de creuser cette relation et pour pouvoir la terminer, tout simplement. Oui, parce que moi, je suis assez lente dans les événements. Il y a un événement qui marque, par exemple, le divorce m'est arrivé il y a 12 ans. J'ai mis quand même plus d'1 an à réaliser et après à avoir un coup où j'étais pas bien, quoi. Je veux dire, mais c'était pas tout de suite après, c'était bien... Je fais tout à retardement. Ouais. Oui, je réalise. Bon, là, c'est vraiment très tard. Mais c'est surtout aussi parce que j'ai fait un peu un bilan des hommes que j'ai eus depuis 12 ans et j'ai l'impression que j'ai fait exprès vraiment de choisir les hommes qui ne me conviennent pas parce que je faisais tout aussi pour que la relation n'évolue pas. Ouais, donc, je pense que vous avez raison. Je pense, hein, bon. C'est bien vu. Oui, je crois. Et donc, je me dis à un moment donné, ça suffit, parce que j'aimerais bien maintenant, je me sens prête et j'aimerais bien avoir une relation. Et c'est vrai que, je me suis dit... c'est bien ça. Oui, c'est nouveau. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais un peu... C'est pour ça que c'est le moment de rompre définitivement. Voilà. Alors, un dernier petit conseil. Oui. Rompre, ça veut dire se séparer. Se séparer, c'est ne plus se voir. Est-ce que vous ne croyez pas, pendant un temps, que le fait de moins voir votre ex-mari ne pourrait pas vous aider ? Parce que plus vous l'avez sous les yeux, plus vous y pensez et on ne s'en sort pas. Parce qu'on habite à 1000 km. Ah oui, d'accord. Donc, par la force des choses, lui, il vient très rarement sur Paris. Moi, je descends une fois tous les ans. Enfin, très rarement, quoi. Je veux dire, il faut vraiment le faire exprès pour descendre... Il n'y a que cet été que je l'ai vu, où on est partis en vacances ensemble. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Cet été, je l'ai quand même observé du coin de l'œil, tout discrètement, derrière les lunettes, en tant que femme, pas en tant que maman. Vous voyez, enfin, pas en tant que la mère de son fils. Mais c'est vrai, je dois être très honnête avec moi-même, c'est que je n'ai jamais vu un signe autre qu'amitié. Oui. Voilà. Oui. Les 3 semaines qu'on a, il y avait du monde autour, hein. Il y avait plein de gens autour. On n'était pas. Oui, vous voyez vous-même, vous en convenez. Et je crois que passer les vacances ensemble, c'est bien, mais pas trop longtemps. Quand on est séparés, on est vraiment séparés. Et vous êtes restés finalement assez scotchés à lui. Oui, quand même. Oui. Voilà. Oui. C'est difficile de se détacher dans ces conditions. Surtout, comme j'ai personne dans ma vie, donc voilà. Quoi. Je me dis, si c'était lui. Oui, à la limite, c'est peut-être même aussi une solution de facilité aussi. Il vous envahit, voilà. Il vient remplacer un vide et puis, comme vous dites, avec beaucoup de lucidité, vous vous êtes arrangé pour avoir des relations qui étaient des relations impossibles avec des hommes qui ne vous convenaient pas. Oui. Vous lui êtes encore très attachée, Patricia, et vous savez ce qu'on dit, quand on est attaché, c'est qu'on n'est pas libre. Et voilà. Et il est là le problème, je Voilà. Donc, aucune relation ne trouvera grâce à vos yeux et aucun homme ne pourra vous séduire et même avoir sa chance avec vous tant que vous n'aurez pas définitivement rompu, vous, avec vous-même, avec celui-là. Et comment on fait pour rompre définitivement? On va voir quelqu'un, on en parle. On reste pas tout seul avec ça. Ouais, vous avez besoin c'est ce que je vous disais, de vider cette relation, d'élaborer, d'en parler encore. Oui. Et puis ça passe. C'est le seul moyen pour que ça passe. Parce que vous, toute seule, c'est compliqué. Je reconnais que c'est compliqué. Il faut se faire aider. C'est pas simple. Les séparations, c'est quand même un des plus grands traumatismes qu'on ait à affronter après le deuil de nos proches. C'est un vrai traumatisme. Il faut pas se leurrer. Et quelquefois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ouais. Merci de votre appel, Patricia. Merci Caroline, merci beaucoup. Merci de votre confiance en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. C'était Baloulalo, Revolver. Et on va continuer tout de suite avec Jordan. Bonsoir Jordan. Bonsoir madame. Je vous écoute. Je voudrais vous demander un conseil. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Jordan, s'il vous plaît? Je voudrais vous demander un conseil, s'il vous plaît, parce que j'écoute l'émission tous les soirs. Oui. Et puis là, j'ai des soucis parce que j'ai connu quelqu'un et ça a été vraiment le coup de foudre, mais il est plus jeune que moi. Oui. Il est marié. Il est marié? Oui.
Oui. Donc, ma foi, on est mal tous les deux. Parce que moi, je sens mal. Il ne sait plus quoi faire. Et puis, on a vraiment des sentiments. Oui, c'est-à-dire que vous êtes un peu dépassé par la situation. Vous avez des sentiments et il n'est pas. Et sans doute, j'ai l'impression qu'il ne sera pas libre. Il voudrait, pour l'instant, il voudrait. Ah oui. Il voudrait tout quitter et puis venir, mais vous y croyez? Des conseils. Vous y croyez? J'essaie de dissuader de toute façon. Ouais. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 mois. 2 mois, oui, c'est très peu. 2 mois, c'est très peu. C'est trop tôt pour prendre des décisions. Et en même temps, si vous restez davantage dans cette situation-là, vous allez terriblement souffrir, Jordan. Oui, c'est pour ça. Ouais. Est-ce que vous auriez le courage aujourd'hui d'arrêter? Je lui ai déjà dit. Et je lui ai déjà dit, mais il ne veut pas entendre. Il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas en entendre parler. Non. Alors écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Il faut lui fixer, à vous, comme à lui d'ailleurs, une date limite. C'est-à-dire, il a une vie. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, mais ils sont adultes. Ils sont adultes. Bon. Donc, il est libre de ses décisions et il dit qu'il aimerait tout quitter. Il faut se donner une période de 6 mois. Pour vous, surtout. Pour vous, surtout. Mais l'en informer. Si d'ici 6 mois, la situation n'a pas évolué, et croyez-moi, 6 mois, c'est beaucoup, parce que vous risquez de terriblement vous attacher. Oui, justement, c'est déjà... Ouais. Mais très attachés tous les deux. Voilà. Et on souffre tous les deux. Donc vous voyez, déjà ça commence et déjà c'est le drame. Dans 6 mois, ça sera très dur, mais il sera encore temps. Sinon, vous êtes embarqué pour des années. Alors je reçois un SMS de la part de Sandrine qui dit « Un homme ne quitte jamais sa femme ». C'est vrai qu'un homme part difficilement. Un homme part difficilement, surtout qu'il a quel âge? 55. Ça fait combien de temps qu'il est marié? Je n'ai même pas demandé, mais il a fait des enfants depuis 30 ans. Oui, donc vous imaginez, c'est très long. C'est une union qui date. On ne rompt pas comme ça avec une femme avec laquelle on a passé 30 ans. Ou sinon, on le fait rapidement. Si on le fait rapidement, c'est-à-dire dans les 6 mois, c'est la seule façon de le faire, c'est quelque chose qui se décide tout de suite, là, dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Justement, c'est ce qu'il veut faire. Et ça me fait peur, quoi. Pourquoi ça vous fait peur? Parce que c'est pas une situation facile. Hein. Ouais. Pour lui. Exactement. Et en même temps, vous savez ce que vous allez récupérer? Un homme qui sera très traumatisé par sa séparation. Mais c'est ce que je dis, oui. Un homme qui sera dans le chagrin. Et c'est une situation qui risque de se retourner contre vous après. Exactement. Vous avez tout compris. Je vous trouve très, très lucide. Il me donne un conseil, mais j'ai dit que je ne pouvais pas lui donner de conseils. Non, vous ne pouvez pas lui donner de conseils. Vous pouvez, vous, décider de ne plus le voir. Si ça vous fait trop souffrir. Écoutez, si vous pensez qu'il n'arrivera pas à quitter sa femme et que vous ne voulez pas aller au-devant d'un drame, vous pouvez, vous, décider de ne plus le voir. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. C'est vous qui devez décider pour tous les deux. Quelquefois, et c'est vrai que quand on est pris comme ça, quand on est submergé par les sentiments, par ce qu'on éprouve, l'autre en face n'a pas les moyens de décider tout seul. Alors il faut décider à sa place. Si vous pensez que vous allez vers le drame, vers les soucis, vers la difficulté, et que là, tout de suite, aujourd'hui, au lieu d'être heureux de ce qui vous arrive, vous êtes déjà en train de souffrir, il faut arrêter parce que ça va être pire. Vous ne serez jamais heureux. Et c'est très difficile aussi de construire son bonheur sur le malheur des autres. Et sa femme va souffrir. Elle n'est peut-être pas au courant de cette situation. Est-ce qu'il lui a parlé? Il m'a dit qu'elle devait s'en douter. Oui, mais est-ce qu'il lui a parlé? Pour l'instant, non. Ouais. Écoutez, si vous en avez le courage, décidez pour vous deux. Et décidez-vous et décidez de ne plus le voir. Si vous n'avez pas ce courage, donnez-vous dans votre tête et dites-le lui, mais alors vraiment clairement, froidement, que dans 6 mois, quoi qu'il arrive, ou il est avec vous, ou il est sans vous. D'accord. Et que vous vous y tiendrez. Parce que je dois le voir prochainement. Ouais. Peut-être que c'est une solution intermédiaire, mais dites-vous aussi que dans 6 mois, vous allez terriblement souffrir.
Oui, ben c'est déjà comme ça. Hein. Puis Ouais. pour lui, c'est pareil. Mm. Puis je Ben, le sens j'imagine très mal, bien. donc c'est encore pire. J'imagine bien. Mm. C'est difficile, hein. Quelquefois, la vie Oui, surtout a celle des qui- cadeaux qui empoisonnés. coûte lourd, quoi. Mm. Ouais. Cadeaux empoisonnés. Mais je comprends. Mais si vous êtes là, ce que j'entends, vous n'êtes pas en train de me dire c'est formidable, j'ai rencontré un homme, ma vie est bouleversée, je vis sur un nuage rose. Vous êtes juste début, au bout de si, 2 mais mois maintenant, en train de souffrir. Et c'est Mm. très vite. C'est très vite la douleur. C'est pour ça que je me permets de vous donner ce petit conseil. c'est gentil à vous. D'accord. Mais j'avais besoin de conseils, justement. Ouais, Je peux pas en parler, c'est sûr. bien sûr. Mais je comprends. Mais je sais que c'est difficile, hein. Je ne vous dis pas que c'est évident. Quand on aime et quand on est pris comme ça, c'est toujours très difficile. Mais encore une fois, pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Mais enfin, je peux encore attendre. Je peux attendre. 6 mois, Lui donner- voilà. lui donner Donnez-vous des 6 mois. Donnez-vous 6 mois. Dans 6 mois, ou il est avec vous, ou sinon vous êtes sans lui. D'accord. Merci Jordan de Bon, votre c'est appel. gentil. Merci beaucoup. Et courage. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. On va poursuivre avec Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Et puis, bonne fête de fin d'année. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Merci. Et merci de m'avoir permis de vous contacter. Hein. Oui. Alors, Voilà. je crois que vous avez appelé il y a déjà quelques jours. Vous êtes Oui. divorcé depuis 6 ans Exactement, oui. et vous avez 2 enfants, 2 fils. Oui, j'ai 2 fils, un de 26 ans Oui, et un autre de 21 ans. oui. Voilà. Et ça fait 4 ans et demi. Oui, 4 ans et demi que je les vois plus. Pourquoi? Je sais pas. Parce Aucune que idée. j'ai essayé de leur téléphoner chez eux, au domicile de mon ex. Hein. Et ils me raccrochent au nez chaque fois. Alors bon, maintenant je n'insiste plus, c'est pas la peine. Mais moi ça me travaille ça. Oui, Bon. j'imagine bien. Ouais, bon. Alors, comment ça s'est passé, cette rupture, d'une certaine manière? Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois? Le deuxième, on était parti à une petite fête là, et puis tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Il est parti à pied, et puis il est reparti chez lui. Enfin, j'habite à Metz, hein, en Lorraine. Là. Il est reparti chez lui à pied. À pied. Je sais pas ce que j'ai dit d'offusquant, j'en sais rien. Ça lui est monté la tête d'un seul coup, il est reparti. Et depuis la fois-là, fini, terminé, quoi. Alors moi ça me. Et l'autre? Comment? Et l'autre? L'autre, je sais pas. Je vous dis, ça fait 4 ans et demi que je les vois plus, ni un ni l'autre, sans me donner d'explications, surtout sans parler, hein, sans parler, parce que bon, il faut parler un peu. Quels sont vos rapports avec votre ex-femme? Plus aucun. Plus aucun. Dans quelles circonstances vous vous êtes séparés? Voilà, je vais vous expliquer. Elle est rentrée dans un mouvement sectaire au début des années 90. Un mouvement sectaire. Voilà. C'est-à-dire? Témoin de Jéhovah. Ah, d'accord. Exactement. Et ça fait partie du rapport de 1995. Et puis bon, à l'époque, je faisais beaucoup de déplacements. J'étais souvent en partie. Et puis bon, j'ai dit, bon, elle est assez intelligente je lui ai dit, bon, tâche pas d'aller trop loin, quoi. Hein. Et puis bon, à force, ils l'ont drogué, enfin. Oui, ils l'ont convaincu. Ils l'ont convaincu, quoi, voilà. Et un jour, je vais vous dire exactement, on dînait chez moi, j'étais en face d'elle, elle avait changé à 100%. Je lui ai dit, t'as changé, t'es plus comme avant. Et puis après, ça a été de pire en pire. Alors après, je lui ai dit, tu choisis ou c'est moi ou c'est eux. Hein. Et puis, ça a été de mal en pis. Ça a été eux, surtout. Ouais. Ouais. Enfin, je vous garantis que c'est compliqué l'histoire, là. Dites-moi, j'ai envie de vous poser une question, Jacques. Est-ce que votre femme a essayé de convaincre vos fils d'adhérer à la secte? Ah oui. Oui, le grand est là-dedans. Ah voilà, c'est pour ça que vous les voyez plus.
C'est pour ça que vous les voyez plus. À mon avis, le petit avec qui vous n'avez pas de contact, il y est aussi. C'est tout, c'est la raison. C'est-à-dire que c'est une secte qui les a, d'une certaine manière, absorbés, phagocytés, tous les trois. Ouais, oui. Bah, c'est malheureux, quoi. Oui, mais on en sort. Alors, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas lâcher. Quoi qu'il arrive, de continuer de vous manifester. Vous avez leur portable ? Non, j'ai plus rien. Vous n'avez plus rien. Non. Une adresse ? Oui, j'ai leur adresse, oui. Leur écrire. Continuellement, perpétuellement. Vous croyez ? Ah oui, sans arrêt, ne jamais lâcher. Qu'il n'ait pas la sensation que jamais vous abandonniez. Même 4 ans et demi après... Surtout 4 ans et demi après. Vous êtes là, vous restez présent. Quoi qu'il arrive, vous êtes présent. Ouais. Si vous vous absentez, ils vont avoir le sentiment peut-être, parce qu'ils vont forcément en sortir, ils sont malgré tout 26, 21 ans, c'est un âge auquel on peut subir, enfin on peut avoir des influences, on peut les subir et on peut ne pas toujours savoir comment se dépêtrer avec. Forcément, ils vont sortir de ce mouvement-là et ce jour-là, ils auront envie de vous retrouver. Si vous n'avez pas donné signe de vie, ils n'oseront pas le faire. Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire, ouais. Voilà. Ouais. Si vous maintenez le contact, même s'ils ne vous répondent pas, ils sauront qu'ils peuvent faire appel à vous et à ce moment-là, que la porte est toujours ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important qu'ils le sachent. Ouais. Ouais, bon. D'ailleurs, voyez-vous, je reçois un SMS de la part de Sandrine qui demande « Vous rend-il responsable de la séparation ?» En fait, je ne crois pas que ce soit une responsabilité. Non. Je pense que c'est une séparation presque d'avec le monde dans lequel vous vivez, vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour eux, le monde est divisé en deux. Les témoins de Jéhovah qui savent, et puis vous qui ne savez pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc vous êtes aujourd'hui pour eux dans l'ignorance, et par conséquent, il n'y a pas de communication avec vous qui soit possible. Je pense qu'ils sont dans cette optique-là. Oui, mais combien de temps ça va durer, ça aussi ? On n'en sait rien, mais forcément on en sort. Pas toute la vie, ça je ne crois pas, parce que je vous dis encore une fois, ils sont à un âge où on est très influençable et ils ont été confrontés à ces gens-là tôt, jeunes. Ouais. Donc ils n'avaient pas les moyens de réflexion et de pensée. Toi, j'ai tout fait pour... Oui, mais ils n'étaient pas à même de vous entendre. Petit à petit, ça va venir. Ouais, j'ai tout fait pour empêcher qu'ils aillent là-dedans, mais bon... Ça a été impossible, quoi. Ouais. Et puis, quand j'ai divorcé, bon, c'était la fin des haricots, quoi. Ouais, j'imagine bien. Et je pense que ça doit être très douloureux. Ah oui. Bon, à la rigueur, bon, ma femme, mon ex, je m'en fous pas mal, quoi. Mais c'est pour les enfants, quoi. Parce que quand on passe les fêtes de Noël, Nouvel An, puis quand on est tout seul à la maison, et puis que, bon, on pense à ses enfants, quoi. Évidemment. C'est difficile de passer les fêtes tout seul. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout. Contraire. Pas un contact, bon, c'est dur, quoi. C'est difficile. Ouais. À la vie, vous a joué un sale coup. Je reconnais. Oui. Oh. Ouais. Elle m'en a joué beaucoup des coups. Enfin bon. Bon, j'ai quand même 52 ans, mais comme je disais à des copains comme ça, je dis, bon, quand je serai claqué, bon, c'est là qu'ils vont me contacter. Non, ça, bien avant. Ouais, ben, j'espère. Hein. Ouais, non, il faut pas prendre les choses comme ça. Sûrement bien avant. Vous savez, vos enfants n'étaient pas en mesure de réfléchir. Ils ont été confrontés à ce mouvement-là assez jeunes. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ils vont en sortir. Mais il faut tenir le coup. Et surtout, encore une fois, ne pas rompre le contact. D'ailleurs, Inès, je reçois un SMS, confirme. Avec nos enfants, c'est une règle d'or. Ne jamais couper. Ah ben non, mais je veux pas couper, moi. Alors vous écrivez, vous êtes là, quoi qu'il arrive. Vous ne lâchez pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pénible. Je sais que on se sent désemparé de ne pas avoir de réponse. Mais vous aurez la réponse. Vous aurez une réponse. J'espère, Ouais, mais je comprends. Je comprends. Bon, ben, autrement... Vous avez bien fait d'appeler. Oui, j'ai bien fait d'appeler, oui. Parce que ça me trottine depuis des années. Et puis, bon, ben... J'en discute à droite à gauche comme ça, mais bon, je voulais avoir l'avis d'un psychologue, quoi. Oui, non, mais vous avez bien fait d'appeler. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il faudrait que je fasse que j'aille voir un psychologue? Oui. Oui. Oui.
Ouais. Oui, ça vous aiderait, parce que vous ne vous sentiriez pas seul avec votre problème. Ouais. Ça vous aiderait, et puis le jour où ils vont reprendre contact avec vous, vous aurez les mots, vous saurez quoi leur dire. Oui, parce que ça va être dur. Hein. Bon, je leur ferai un peu la tête au début, mais bon, je les foutrai pas à la porte, quoi. Oui. Alors vous voyez, je reçois un SMS de la part de Petite Plume qui dit, sans pour autant minimiser les effets nocifs de cette secte, c'est peut-être la moins pire. Et j'ai connu des gens qui en sont sortis. Voilà, on sort de cette secte. Les témoins de Jéhovah, effectivement, c'est un peu moins sévère que tous les autres qui vous coupent complètement du monde. Donc, je crois que vous allez revoir vos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Mais allez voir quelqu'un, ça va vous aider. Vous ne serez pas tout seul. C'est difficile d'affronter cette épreuve tout seul. Vous êtes sans votre famille et ça n'est pas simple. Il y avait une émission à la télévision, là, hein, je crois, voilà. Et c'était sur une émission le matin. Et c'était sur les sectes. Oui. Et ils avaient donné un numéro de téléphone pour avoir des témoignages. Et moi, j'avais téléphoné, mais j'avais parlé je sais pas combien de temps, et j'ai pas eu de réponse, quoi. Oui, ouais. Bien sûr. C'est difficile. Ah, c'est très compliqué. Ouais, non, mais c'est douloureux. Je suis d'accord avec vous, c'est douloureux et j'imagine ce que vous devez ressentir. Ouais. Écoutez, Jacques, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, c'est vrai que cette période de l'année favorise en plus les souvenirs. On est bien d'accord avec ça. C'est ça, voilà. Ouais. Ce n'est pas évident. Merci de votre appel, merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir, Caroline. C'était Lily Allen, Ours. Et tout de suite, nous allons accueillir Monique. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis une grand-mère âgée. Je voudrais savoir, en ce moment, j'ai un petit problème. Vous n'avez pas la voix d'une grand-mère âgée. Non, vous devez être jeune. On me dit toujours ça. J'ai 78 ans quand même, mais enfin, à peu près, pas loin de 80 ans. J'ai un petit-fils qui a 19 ans et depuis l'âge de 11 ans, il prend les sous-vêtements de sa mère. Oui. Et j'en les ai trouvés. Il vient de temps en temps chez moi et je l'ai jamais vu habillé en femme, mais j'ai trouvé des vêtements également. Des vêtements de femme ? De femme, oui. Le slip, des ceintures de femme, une jupe. Oui. Oui, voilà. Alors, où ça ? Vous les avez trouvés où ça ? Dans ses affaires, dans son sac, j'ai fouillé. Oui. J'ai trouvé ça comme ça. Quel est l'environnement ? Vous pouvez me décrire ? Alors l'environnement, c'est un fils unique, parents divorcés, un divorce très conflictuel. Oui. Et il est allé à l'école jusqu'à 16 ans, mais disons que après il est resté pendant 1 an, ça n'allait pas du tout. Et là, il a repris quand même l'école en alternance dans l'électronique. Il est chez un patron et puis ensuite à l'école. L'école ne va pas ça ne lui plaît pas l'école, mais chez le patron, il est très bien, il est très content. Donc il est content dans la vie active en fait, d'une certaine manière. Mais il est quand même c'est un solitaire. Hein. Depuis qu'il a quitté l'école, il a plus de copains, sauf un, je crois. Et encore, il ne fait plus venir de copains à la maison, alors qu'avant, il les faisait venir. Et là, il est vraiment solitaire. Il passe sa journée sur son ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait sur son ordinateur ? Ça, je sais pas. Il aime beaucoup l'ordinateur. Enfin, vous savez vous en servir, vous ? Non. Vous ne pouvez donc pas voir quel site il fréquente ? Non. Parce que ça vous renseignerait. Ah, d'accord. Parce que déjà, à cause de l'ordinateur, il jouait beaucoup aux jeux quand il a eu 16 ans. Donc la seconde, il l'a raté à cause de ça. Alors après, pour le remettre sur les rails, c'est-à-dire pour le mettre dans une école électronique et puis chez un patron, il a perdu quand même environ bien une bonne année d'école. Hein. Oui, bien sûr. Écoutez, ce que vous me dites va dans le sens de ce que vous pensez. C'est-à-dire que depuis l'âge de 11 ans, il est attiré par les vêtements de femme, il est attiré par une identité plus féminine que masculine. À 19 ans, vous le trouvez toujours dans cette perspective-là. Oui. Le fait qu'il n'ait pas d'amis, c'est ça qui me conforte le plus dans le sentiment qu'il a peut-être l'impression d'être incompris, ou en tout cas peut-être même d'avoir un peu honte de ce qu'il ressent et qu'il préfère se couper plutôt que d'affronter
Oui. Les autres, le regard des autres. Oui. Alors, est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui? Ah non, pas du tout. Il sait pas que je le sais. Hein. Non. Est-ce que vous pourriez le faire? Ce que j'ai fait une fois... Pour le sortir, si vous voulez, pour le mettre à l'aise, pour qu'il sache que, voilà. Quand il était en difficulté à 16 ans, oui. Quand à 16 ans il était en difficulté, je lui avais posé un jour la question, je lui avais dit, écoute, si jamais tu étais homo, c'est pas grave, je le prendrais très bien. Ouais. J'avais dit ça. Il m'a dit, mais non, mais bien sûr, même s'il y était, il me l'aurait pas dit. Hein. Oui, bien sûr. C'était la première fois. Mais depuis, je ne vais jamais reposer la question. Non, voyez-vous, ce qui me laisse penser qu'il doit avoir il est plutôt par nature homosexuel. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça se manifeste très tôt, à l'âge de 11 ans. Oui. Qui plus est, il est fils unique. À 19 ans, c'est normal de se poser des questions sur son identité sexuelle, et on est tous plus ou moins dans une recherche. Donc ça pourrait faire partie, on va dire, de la crise d'adolescence et même post-adolescence. On est dans cette quête d'identité sexuelle. Si c'est une question qu'il se pose depuis l'âge de 11 ans, on peut en déduire que c'est une question, que c'est un problème qu'il a depuis longtemps et dont il n'ose peut-être pas s'ouvrir. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de lui faciliter la tâche? Oui, c'est ça que je voudrais savoir. Moi, je crois que parler maintenant. Oui. Je crois que ce serait une bonne initiative de lui en reparler doucement, sans l'agresser, bien sûr, pas de manière à l'agresser, en disant, écoute, en rangeant ta chambre, voilà, j'ai trouvé ça. Il ne s'agissait pas du tout pour moi de fouiller, mais j'ai trouvé ça. Et donc, je me suis posé des questions. Est-ce que, par hasard, est-ce que ça fait longtemps? Et puis, pourquoi? Et puis, éventuellement, mettre les choses à plat en disant, tu sais, si c'est le cas, et ben voilà, tu es comme ça, c'est comme d'être autrement. Hein. Parce que vous savez, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est un état que l'on ressent. Oui. Donc, c'est pas du fétichisme, non plus. Non, je crois. Ça pourrait, mais ça fait un moment. Oui, c'est ça. Ça fait un moment. Et puis maintenant. Non, c'est pas du fétichisme parce qu'il est assez coupé du monde extérieur. Il a juste un seul copain. Voilà. Il a voulu rompre avec le milieu scolaire, ce qui prouve qu'il n'était pas à l'aise avec les gens de son âge. Oui, je crois. Et qu'il est plus à l'aise avec le monde adulte parce que c'est un monde qui le rassure. Oui, exactement. Il fréquente que des adultes. Ouais. Donc, vous voyez, les gens de son âge, il doit être gêné par rapport à eux. Oui, et très certainement, il doit y avoir une question de honte derrière. Oui. Et alors, vous croyez qu'il aura une tendance quand même homo? C'est possible. C'est possible, mais autant en parler carrément avec lui. Plutôt que de rester, vous, dans cette interrogation, peut-être qu'il a envie de vous en parler, peut-être que vous allez terriblement le soulager, peut-être que c'est très compliqué pour lui et qu'il ne sait pas comment faire pour affronter ça. C'est encore très jeune, 19 ans, vous savez, face à la vie, face aux grandes questions existentielles qu'on peut se poser. Surtout quand il était très fusionnel avec sa mère, et là, il est fâché, il est fâché avec sa mère, il ne veut pas manger avec elle, il faut... Ouais, c'est bien qu'il y a une gêne. Ah oui, il est très gêné. Ouais. Alors c'est pour ça que vous pouvez, vous, en tant que grand-mère, jouer le rôle d'intermédiaire. Oui. Moi, je trouve que ça serait... pas d'autre solution. Ouais, ça serait une bonne initiative. Bon, je vous remercie quand même. Mais merci à vous de nous avoir appelé, Monique. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Non, vous posez une question à laquelle beaucoup d'auditeurs sont souvent confrontés et qui n'osent pas appeler. Donc c'est bien que vous appeliez pour ça. Oui. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Caroline. Au revoir, Monique, à bientôt. On continue tout de suite avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline. Alors, vous avez 33 ans. Ouais. Et je vous laisse me raconter la suite. Eh ben, je sais pas trop par où commencer. Moi, j'ai simplement envie de crier ma joie après quelques années écoutez, j'ai employé le mot de merde, quoi. Eh oui, voilà. Donc, appelons les choses par leur nom. Voilà, exactement. Pour résumer, écoutez, j'étais marié pendant 8 ans. J'ai 2 enfants de 9 ans et 6 ans. Avec mon ex-femme, c'était tout ce qu'il y a de plus, je dirais, banal, quoi. Donc, elle était femme au départ, elle est devenue mère ensuite. Peut-être qu'elle cherche un géniteur, je sais pas, je cherche même plus à comprendre. Donc, elle a souhaité la séparation. Pourquoi? Même si on estime tout le temps que c'est 50-50. Bon, voilà. Ça m'a valu une énorme dépression derrière.
Donc, ce qui m'a valu un accident de la route. Comment vous expliquer? Je pensais complètement autre chose. Je chialais en conduisant, je pensais à tout ça. Et malheureusement, j'ai percuté un 38 tonnes qui s'est retourné sur ma voiture. Ouais, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Et heureusement, ça a été manqué cette fois-ci. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout à fait. Vous aviez envie que ça s'arrête. On va le dire comme ça. Pas forcément de mourir, mais que ça s'arrête. Oui, je voulais que ça s'arrête, mais j'aurais pas voulu arriver à ce point-là quand même. Ouais. Parce que bon, maintenant je suis non-voyant, mais bon, relativement autonome, et puis c'est une deuxième vie, quoi. Ouais. Donc à la limite, c'est peut-être un peu choquant, mais je préfère ma vie de maintenant. Non, c'est pas choquant. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien, honnêtement, ce qui m'arrive actuellement, c'est bien, ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Eh ben, j'ai rencontré une personne dans une asso. Voilà, donc elle s'est présentée à moi et une devait rien se passer. Elle est un petit peu perturbée par mon histoire. On a échangé de numéro de téléphone, on a discuté beaucoup par téléphone. On a bu quelques cafés ensemble et puis c'est suivi ce qui s'est suivi, quoi. Ouais. Alors qu'il n'y aurait rien dû avoir au départ. C'était la pure amitié, sachant qu'elle n'était pas prise. Ouais. Et puis de mon côté, moi je n'avais aucune... Voilà, quoi, moi j'ai qu'une envie, c'était de respirer après 2 ans passés à l'hôpital. Ah, vous avez passé 2 ans à l'hôpital? Ouais, dans des centres de rééducation pour non-voyants. J'ai passé dans des centres de polytraumatisés parce que j'ai fait 6 mois en fauteuil roulant, en plus de ça, suite à mon accident. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes fait? Ouais, complètement, ouais. Justement, c'est pour ça que je le vis, entre guillemets, aussi bien actuellement, quoi. Oui. Voilà, même si derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, quoi. Mes gamins ont été psychologiquement détruits par mon accident et compagnie. Ça a été dur pour eux de savoir que papa est à l'hôpital et tout. Et maintenant, c'est terminé, tout ça. Oui. Comment ça se passe avec vos enfants? Avec mes enfants, très bien, mais si vous voulez, mon ex-femme, elle a beaucoup de mal à se séparer, elle est en totale fusion avec eux, et je me suis fait entre guillemets avoir. Elle a négocié avec son avocat que je n'ai mes gamins qu'une demi-journée par semaine. C'est pas beaucoup, ça? C'est très peu, et je vais renégocier moi droit de garde, parce que bon, j'estime être relativement autonome, relativement bien entouré, sentimentalement parlant, au niveau des amis et compagnie. Oui. Et oui, c'est beaucoup trop peu, bien sûr, même mes gamins voudraient plus, quoi. Bien sûr. Donc vous allez le renégocier de toute façon. Je vais le renégocier, c'est clair. C'est-à-dire que maintenant vous avez l'énergie pour le faire, pour lutter, ouais, alors qu'avant vous ne l'aviez pas. C'est pas que je l'avais pas, c'est que je voulais, mon ex-femme, même s'il y a eu cette histoire, elle m'a beaucoup aidé. Étant donné que je n'avais plus d'appartement parce qu'on a résilié mon bail pour pas que je paye mon loyer à vide. Et elle a quand même accepté de m'héberger chez elle, en faisant pièce à part, évidemment. Pendant quelques temps, le temps de me retourner, moi, de mon côté. Oui, mais elle vous a aidé, elle vous a tendu la main. Elle vous a quand même tendu la main, pardon. De ce côté-là, elle m'a emmené les gamins dans les centres de rééducation et compagnie. Je lui jetterai pas la pierre pour ça. Non, bien sûr. Mais néanmoins, si vous réengagez une procédure, vous savez que vous allez susciter un conflit. Justement, moi j'ai voulu éviter le conflit en engageant la procédure de départ, c'est-à-dire moi j'ai dit à mon avocate, je n'irai pas contre elle. Oui. Tout ce qu'elle a fait pour moi, tout ce qu'elle voudra, je le voudrais. Et ça s'est malheureusement retourné contre moi au niveau de mes gamins, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais dites-moi, vos enfants, vous ne pensez pas... quel âge ont-ils, Laurent, pardon? 9 ans et 6 ans. 9 ans et 6 ans. Vous ne pensez pas qu'en grandissant, ils vont demander à vous voir plus? Ah si, mais bien sûr, mais déjà au téléphone, je les ai très souvent au téléphone et compagnie, ils ont des discours où ils voudraient être beaucoup plus avec moi. Oui. Et alors, vous avez essayé d'en parler malgré tout à leur mère? Est-ce que oui, il y a eu un dialogue? dialogue? De lui en parler, mais Et quelle est sa réponse? Sa réponse, c'est écoute, la juge d'instruction a estimé que tu étais pas assez autonome, prends ton temps, machin, gna gna, voilà. Oui, bien sûr. Donc vous avez besoin de mener, mener cette action, parce que autonome aujourd'hui, vous l'êtes. Ah je suis même plus que certains voyants, donc bien sûr. Vous voyez, je vais sur Internet, je suis bénévole sur une radio, sur un site Internet de sport. J'entraîne quand même mes gamins, mon fils au basket parce que je l'entraîne en tant que voyant. Là, je suis avec un voyant à côté de moi sur le banc de touche et j'entraîne encore les gamins, quoi. Oui. Vous avez un courage incroyable.
ouais, justement. Mais j'aurais pas eu mes gamins, j'aurais peut-être pas eu ce courage, par contre. Ouais. Dites-moi, vous êtes devenu non-voyant à la suite de votre accident ? Ouais, ça, c'est-à-dire que ma tête a été broyée dans l'accident, le 38 là tonnes là. sur la tête et les nerfs optiques ont été cassés en deux. Voilà. On comprend que vous ayez fait une dépression derrière. Non, la dépression, c'était avant. Avant ? Ouais, c'était En avant, même c'est-à-dire temps. que c'est ce qui m'a valu mon accident. Ouais. J'ai fait une dépression parce que j'ai pas compris que mon ex-femme m'a demandé de mettre fin au couple alors que tout allait à peu près bien, quoi. Vous aviez le sentiment que tout allait à peu près bien. À peu près, ouais. Alors, dans les 10% qui n'allaient pas, qu'est-ce que vous diriez ? La routine et puis le fait que c'est une mère, c'est pas une épouse. Comme beaucoup de femmes, hein. Je veux dire, je cherche pas. Vous généralisez. Pour connaître beaucoup d'amis autour de moi, je pense que beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont des enfants, ne sont plus femmes derrière. Vous allez vite, là. Vous allez vite, Laurent. Vite, oui et non, parce que je parle de... Donc mon ex-femme a 33 ans, et j'ai beaucoup d'amis dans ces âges-là, et en discutant avec des amis... que ce soit aussi bien les amis femmes ou amis hommes, les hommes me disent ma femme c'est plus ma femme maintenant qu'il y a les gamins, et les femmes le disent d'elles-mêmes aussi, maintenant qu'on a les gamins, on n'est plus comme avant, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que les premières années, vous savez ce que c'est, ce sont les biberons, ce sont les réveils la nuit, voilà, ce sont ça, les tout à couches. fait, bien sûr. Donc c'est pas qu'elles ne se sentent plus femmes, c'est que c'est une disponibilité qui est différente. On a le souci de ses enfants. Ça veut pas dire qu'on soit moins femme, ça veut dire qu'on est absorbé par une tâche. D'accord. Mais moi, mon ex-femme, elle est dans ce cas-là, par contre, parce qu'elle ne travaillait pas à côté, c'était du 1000 millions de % consacré aux enfants, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un depuis Non, puis elle rencontrera jamais personne. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est son comportement, c'est mes enfants qui rigolent quand je leur dis maman, un petit ami, papa, tu connais maman quand même. Non, pourquoi je vous pose la question ? C'est pas juste par c'est pas curiosité, c'est tout simplement parce que si elle était dans une relation, sans doute elle lâcherait plus facilement les enfants. Vous avez bien compris. Ouais, mais justement, c'est-à-dire que si elle n'a plus les enfants, elle n'est plus rien. Elle n'a pas d'amis autour d'elle, elle n'a pas de sociabilité, elle fait pas de sport, elle fait pas de ci, elle fait pas de ça, elle s'intéresse pas à la musique, pas au ciné, pas au resto. Elle est dans son monde, quoi. Ouais. Ouais. Néanmoins, est-ce que vous pourriez avoir une conversation avec elle en lui disant, tu sais, on est séparés, moi j'ai surmonté ça, aujourd'hui j'ai une vie que j'aime. Ah mais maintenant ça se passe comme ça, on a eu cette conversation. Mais toi, tu devrais penser à continuer aussi ta vie et continuer ta vie de femme. Oui, mais même du temps où on était en couple, j'ai dit X fois, moi j'ai dit laisse-moi les gamins le soir, je sais pas, moi va faire de la gym, va faire quelque chose, va faire ci, va faire ça, parce que je voyais qu'elle avait rien à côté, quoi. Et je lui ai proposé X fois, mais jamais elle a voulu. Ouais. En fait, vous pensez qu'elle est complètement absorbée par sa maternité et que c'est devenu sa raison d'être. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire un soir, je lui ai dit on se fait un petit resto, machin. On m'avait appelé une babysitter. La babysitter est venue et au moment de partir au resto, elle m'a dit non, elle me dit on part pas au resto. Ah oui. Ouais, ça a été comme ça tout le temps, quoi. Ouais. Mais peut-être que vous avez raison, Laurent. Peut-être que vous allez beaucoup mieux vivre aujourd'hui. Je pense que ça me paraît assez bloqué comme perspective ce qu'elle vous proposait. Ouais, tout à fait. J'ai même envisagé avant de rencontrer donc la personne avec qui je suis on n'avait jamais discuté elle et moi. Et, il y a une semaine, j'ai décidé de l'appeler. On a passé une heure et demie au téléphone. Elle s'est rendue compte qu'elle avait fait des erreurs, donc il y a une amitié qui est pas trop mal. Et j'ai même envisagé d'éventuellement repartir avec elle, mais je me dis non, quoi. Elle est comme avant. Oui. C'est-à-dire que vous allez être malheureux. Je vais être malheureux, c'est clair. Donc, je souhaite pas repartir avec elle, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourrait repartir avec vous ? Si je continuais à être aussi gentil avec elle, peut-être pas dans les 15 jours, oui, mais d'ici un mois et demi, oui. Oui ? Honnêtement, oui. Oui, parce qu'elle s'est rendue compte des erreurs qu'elle a fait, parce qu'elle m'a tout le temps considéré comme un mauvais père, un mauvais mari, tout ce que vous voulez, quoi. Et maintenant, elle se rend compte que j'étais peut-être pas comme elle l'avait imaginé. Oui. Et pourtant, j'ai pas changé de comportement du temps où on était en couple et depuis mon accident, quoi. Je suis le même.
Oui, mais elle a peut-être aussi qu'elle a besoin de votre aide. C'est pour ça que c'est étonnant qu'elle ne vous donne pas davantage vos enfants. Est-ce que c'est pas peut-être aussi un moyen d'essayer de vous récupérer? Non. Honnêtement, non. Non, c'est un moyen de pas s'embêter la journée quand elle n'est pas avec les gamins. Oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, je crois que vous avez vraiment réfléchi à la question. Ah oui, moi je peux vous dire, parce que bon, avant mon accident, la procédure divorce était déjà engagée, donc j'avais mes gamins, moi, le week-end. J'étais pas spécialement à l'aise suite à mon divorce, donc je voulais pas le montrer à mes enfants. J'ai jamais été à l'aise avec des enfants en bas âge. Ça, bon, ça a tout le temps été, c'est comme ça. Et ma petite qui avait 4 ans, donc le soir, se sentait pas trop bien avec moi, elle pleurait machin, et pour pas que ça se passe mal, j'appelais sa mère, et je suis certain que sa mère n'était pas dans la voiture, mais prête à décoller, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, j'ai l'impression, en tout cas, que vous avez fait le deuil de cette relation, ce qui est une bonne chose. Ouais, que vous êtes sorti de votre dépression et que surtout vous êtes tout prêt, tout neuf pour en démarrer une toute neuve. Ouais, bien sûr, ouais. Et pourtant, il y a beaucoup de contraintes dans mon couple actuellement, mais. Ouais. En tout cas, vous êtes courageux. Vous êtes courageux, Laurent. Et bravo à vous. Je vous remercie de votre appel. Je vous en prie. Et je vous remercie de votre témoignage. Si ça peut aider certaines personnes à... On doit s'arrêter là et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Voilà. Au revoir. Toujours ensemble jusqu'à 1h, c'est la nuit. N'hésitez pas à nous parler. 39 21, nous appeler, nous rejoindre si vous vous sentez seul, si vous avez une question particulière à résoudre, si un souci vous empêche de trouver le soleil. Nous sommes là pour bavarder, simplement, tranquillement, essayer de trouver ensemble des solutions. Et en tout cas, de trouver pour un petit moment un peu de réconfort les uns auprès des autres. Vous pouvez bien sûr réagir par SMS 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Alors on va continuer bien sûr avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Pardon Francine, excusez-moi. Bonsoir Francine. Bonsoir Caroline et bonsoir à vos auditeurs. Voilà, j'ai un cas de conscience. Oui. Un cas de conscience, c'est-à-dire qu'en 1999, j'ai été agressée par mon fils et par mon mari. Agressée, c'est-à-dire que j'ai été battue et je me suis retrouvée avec une paralysie faciale que je garderai toute ma vie. Bon, j'ai combattu, à force de soins et de traitements, je vais mieux. Mais bon, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que mon fils a été régulièrement récompensé par son père en lui donnant de l'argent, des voitures, appartements, tout ce qu'il voulait. Actuellement, il ignore totalement, il veut ignorer ce qu'il m'a fait. Pour lui, il ne m'a jamais tapé. Rien ne s'est passé et il m'a totalement oublié. Enfin, je dis totalement, il a 27 ans. Hein. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Bon, dans le passé, il s'est drogué. Je pense qu'il ne le fait plus maintenant. Il boit. Il boit depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Depuis 16, 17 ans, plus ou moins. Mais actuellement, j'ai appris par ses copains que quand il boit, il pleure. Alors ma question, c'est je me dis, est-ce que c'est moi la mère, la parente, est-ce que c'est moi qui dois aller vers mon fils et puis de lui dire que malgré tout ma porte est ouverte parce que j'ai quand même dû fuir ma maison en 2003. La situation était impossible, j'étais battue, j'étais privée, j'étais humiliée, Non mais attention, ça se passait dans quelles circonstances? Parce que vous dites que votre fils boit, il a 27 ans, donc il boit, on va dire, à peu près depuis une dizaine d'années. Oui. Est-ce que son comportement violent date de cette époque? Son comportement date depuis l'âge déjà de 12 ans, c'est-à-dire que
mon mari l'entraînait à agir mal. À 16-17 ans, il l'obligeait à faire je vous explique, hein, à faire de fausses factures, aller sucrer, acheter des quantités incroyables de sucre pour chaptaliser du vin, aller voler, etc. Et moi, évidemment, j'étais contre tout ça, bien sûr. Donc, j'essayais de protéger mon fils au maximum. Bien sûr. Je l'avais inscrit dans un club de ski où le président, où tout le monde était content. Donc, j'ai essayé de le sauver quelque part. Mais moi-même paralysée, j'ai dû fuir ma maison et il est resté entre les griffes de cet homme et encore aujourd'hui. Et c'est devenu un garçon violent avec même avec des filles. Voilà. Donc je sais qu'il fréquente une fille maintenant et alors c'est l'argent. Donc il lui offre des bijoux, il lui offre, vous voyez. Et il ne vit que par l'argent, que par ce qui est brillant, que par ce qui est dans son métier on l'appelle le tyran. Donc vous voyez, et je me demande si quelque part je dois pas intervenir en lui demandant je ne sais pas. Dans mon entourage on me dit de tout laisser tomber et de l'ignorer totalement. Mais il est connu des services de la gendarmerie, mon mari aussi. Quelle est ma position? Moi, je veux bien. Il est totalement inconscient de l'attitude qu'il a eue envers moi, et c'est un déni. Il refuse. Il est vrai que. Il est dans le déni surtout. Vous avez raison. Voilà. Et puis il ne m'a pas vue physiquement. Je veux dire, s'il me voyait, je ne peux plus sourire, je ne peux plus rien faire. Donc, il est totalement inconscient. Oui, vous avez parfaitement raison. Et puis peut-être qu'il est aussi en train de fuir une réalité qui pour lui est trop difficile à affronter. Tout à fait, oui. Alors en l'appelant, vous allez lui dire que vous ne lui tenez pas rigueur de son comportement. C'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que quoi qu'il ait fait, il reste votre fils. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, Francine ? Je l'ai ignoré pendant des années parce que c'était tellement. Puis je souffrais de ma paralysie, donc il fallait que je survive toute seule. Bien sûr. Et il est vrai que j'ai même eu des colis alimentaires. Je veux dire, je suis tombée très bas. Là, ça va mieux maintenant. Mais oui. Bon lui se permet d'inviter ses copains dans les restaurants. Il s'est acheté un bateau. Oui, c'est vraiment la grande vie. Et parallèlement, il a une sœur qui a 30 ans, qui est adorable. En fait, à l'heure actuelle, mon mari gâte et pourrit ce fils. Oui. Et puis sa sœur, elle a droit à rien. Ouais, c'est-à-dire que elle a droit strictement à rien, alors que c'est une gamine qui est adorable, qui était hôtesse de l'air, et puis comme ça, sa boîte a capoté, elle est retournée dans d'autres compagnies aériennes, et puis actuellement, elle est en licence de chinois, je veux dire. Mais son père continue à l'humilier, c'est-à-dire qu'il donne tout. Alors, il a terrain, enfin, je veux dire, il a absolument tout. Et je trouve que mon fils, s'il continue comme ça, je veux dire, ça va mal finir. Ça va mal finir. Il ne pourra pas rendre une femme heureuse, et puis quelque part ça tombera un jour, je ne sais pas. Attendez, je vais vous dire, le problème de rendre une femme heureuse, pour l'instant, on en est loin. Oh oui. Le souci, ça serait surtout comment déjà le sortir de là. J'ai tout fait pour le sortir des griffes de son père, tout. Ouais. Tout, mais j'ai pas pu. Actuellement, il est d'une violence extrême. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, Francine. Non. Je crois que
la première idée, ça serait quand même de suivre votre instinct. Quoi qu'il ait fait, ça reste votre fils. Alors, c'est difficile de ne pas lui reprocher. Vous avez vous-même évité de le voir pendant plusieurs années parce que c'était trop douloureux pour vous et parce que ça vous ramenait à un acte d'une violence inouïe. Vous disiez tout à l'heure qu'il vous avait battu. En même temps, il n'en a gardé aucun souvenir, ce qui veut bien dire qu'il refuse de savoir ce qu'il a fait. Il refuse parce que c'est trop douloureux pour lui à affronter. Très certainement, il sait que vous souffrez de cette paralysie faciale et s'il ne vous voit pas, c'est pour ne pas être confronté à ce qu'il a fait. C'est un moyen de, vous avez compris, de fuir cette réalité. Alors, il y a 2 solutions. Laisser tomber, oui, peut-être. Mais en même temps, c'est l'abandonner. C'est l'abandonner et là, il n'aura plus jamais aucune chance de s'en sortir. Vous êtes peut-être la seule personne qui puisse le ramener à un peu de raison. Je crois, Caroline, vous avez tout compris. Je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire. Mais dans mon entourage, on me le déconseille fortement. Parce que c'est vrai que ça ne va pas être facile et que vous risquez d'aller au-devant de déceptions. Oui. Si son père le séduit comme ça avec de l'argent, des cadeaux, une vie dorée, qu'est-ce que vous allez lui dire en face ? Ça n'est pas ça la vie, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut que tu arrêtes de boire. Enfin bon, tout un programme qui le réjouit moyennement, on est bien d'accord. Oui. Mais en même temps, qui d'autre que vous peut lui dire ? Je suis la seule. Ouais. Et mon instinct de mère me dit que je devrais l'appeler. Je ne sais pas. Mais vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. D'une certaine manière, vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Et c'est ça. Vous savez, le 7 novembre, je me suis retrouvée à la gendarmerie parce que j'ai dû porter plainte parce que j'ai une maison et mon mari l'occupe. Il a été expulsé, mais il revient à chaque fois. Donc sur les conseils de mon avocat, j'ai dû porter plainte le 7 novembre. Et il se trouvait que mon fils portait plainte pour autre chose. Oui. Ou parce qu'il avait, je pense qu'il avait dû être violent, je ne sais pas, avec quelqu'un, parce que et les gendarmes sont venus me dire, mais votre fils est à côté, est-ce que vous voulez lui parler ? Et de toute façon, alors j'ai dit non. Et il m'a dit, on va peut-être vous convoquer parce que c'est plus possible. Pour l'instant, c'est pas trop grave ce qu'il a fait, mais on voudrait vous convoquer pour discuter de cet enfant, de ce fils, quoi. Ouais. Ils m'ont dit, ce n'est pas sûr, hein. Bon, ils ne m'ont pas convoqué, hein. Mais vous voyez à quel point c'est grave. Bien sûr. Alors, je reçois un SMS d'Inès qui a un mot très intelligent. Elle dit, votre fils est victime. Oui, bien sûr. Voilà. Il est reconnu victime, bien sûr. Il est victime. Donc, ignorer votre mari, oui, bien sûr, parce que lui, c'est un adulte. C'est un adulte, oui. C'est-à-dire qu'il agit en toute conscience et en toute connaissance de cause. Oui, mais votre fils, lui, est victime. Avant tout. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que vous deviez tout lui passer, nous dit Inès. Mais peut-être demander de l'aide à un professionnel. Alors, un professionnel, votre fils, il n'ira pas le voir parce que lui, comme vous le dites très bien, il est dans le déni, il veut surtout pas savoir ce qu'il a fait. Mais je crois que il faut l'appeler. Vous avez raison. Ah. Vous avez raison, bien sûr. Personne d'autre que vous ne le fera. Sa sœur, il va adopter la même attitude que son père. Il va s'identifier à lui et il va lui manifester du mépris. Comment est-ce qu'elle peut être assez bête pour ne pas comprendre ? Ouais. Mais vous pouvez encore avoir une influence sur lui. Et je vais vous dire, cette influence sera d'autant plus grande que vous lui direz « Ce que tu m'as fait est grave, mais je suis capable de te pardonner. » Oui. Et je suis capable de comprendre que tu ne veuilles pas le savoir. Oui, je crois que c'est ça. C'était les mots que je voulais entendre. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, ce n'est pas évident, mais quoi qu'il ait fait, il reste votre enfant et vous avez toujours le souci de lui. Oui. Oui. Nous avions un petit chat et ce petit chat a été agressé, mais c'était en 2005. Et il a été agressé par un chien et bon, ce chien, donc ils l'ont fait opérer, tout ça, il était en convalescence. Et puis au bout d'un an, je suis retournée à la maison, mais
avec des avocats pour mon divorce. Et mon fils est venu vers moi en me disant mais tu vois, Bagheera, tu n'es pas venue pendant 1 an, maintenant elle est morte. Vous voyez ? Ouais, donc il a besoin de vous. C'est possible. Il a besoin de vous. Maintenant, Et peut-être qu'il ne sait pas comment vous le dire. Peut-être que vous allez le soulager en l'appelant. Mais par sa sœur, il aurait pu, s'il avait voulu me voir, il aurait pu... Il a trop honte, Francine. Il a trop honte de ce qu'il vous a fait. Il en a tellement honte qu'il ne veut pas le savoir. Il préfère l'ignorer. Il préfère dire qu'il n'a rien fait. Il préfère refuser. Oui. C'est un souvenir qui doit être intolérable pour lui. D'ailleurs, à la gendarmerie, ils ont tout de suite vu que j'avais une paralysie. Et les gendarmes m'ont dit, mais on s'est aperçu que vous aviez une paralysie. Ils ont questionné mon fils et il a dit que c'était pas vrai. Oui, voilà. Il veut pas le savoir. C'est trop... Ça lui est insupportable. Ce qu'il vous a fait lui est insupportable. C'est pour ça que si vous lui tendez la main, je pense qu'il ne va pas l'ignorer. Donc je vais essayer dans la semaine, oui. Oui, essayez. Et puis vous allez bien voir. Mais je pense que si vous avez les mots, c'est-à-dire qui ne sont pas des mots de rancœur, qui ne sont pas des mots de rancune, mais qui sont tout simplement, je voudrais t'aider, je pense que tu es dans une passe difficile, compliquée. Ce qui s'est passé entre nous, on le laisse de côté. On n'en parle pas. Mais j'ai envie de t'aider. Sa sœur a essayé de lui parler, de lui dire que c'était pas bien. Il a jeté toutes mes affaires, toute ma vie, en fait, tout ce que j'avais, il a mis ça dans une benne à vendange et il a tout jeté. Alors ma fille lui a parlé et lui a dit maintenant j'ai plus de mère, de mère et j'ai plus de sœur maintenant. Vous voyez bien, s'il a jeté toutes vos affaires, c'est parce qu'il souffre de votre absence. Vous pensez que c'est ça ? Mais complètement. Vous voyez, ma fille me dit c'est parce qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il souffre de votre absence et que quoi qu'il ait fait, il vous en veut d'être parti. Ah oui, ça, il m'en veut d'être parti. Oui. Écoutez, Francine, je crois que s'il n'a pas bien parlé à votre fille, c'est parce qu'elle est dans le reproche. Si vous l'appelez en lui reprochant des choses, il ne va pas vous écouter et surtout, il ne voudra pas vous entendre. La seule façon, c'est de laisser les reproches de côté. Plutôt de lui faire comprendre que vous êtes dans le pardon. Ce qui n'a rien à voir. Vous êtes dans le pardon parce qu'il est votre enfant. Et qu'il reste votre enfant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait. Si vous en êtes capable, bien sûr. Et je comprendrais que vous me disiez, je lui en veux. On est d'accord avec ça. Mais si vous voulez l'aider, il ne faut pas l'agresser. Or, le reproche agresse. Oui. Donc, il faut tout de suite le mettre au parfum. On laisse de côté le passé. Il est question de toi et seulement de toi. Je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. J'ai envie de t'aider. Je suis là. Viens, on va parler. Oui. Oui, d'accord, Caroline. Oui. Écoutez, je vais écouter vos conseils parce que c'est vraiment ce que je ressens en tant que mère. Oui, et on a un instinct qui ne trompe pas. Je pense. Et je vous rappellerai un peu plus tard pour vous dire... Mais surtout, rappelez-nous. Rappelez-nous. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Francine. Merci beaucoup, Caroline. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. John Lennon sur Europe 1. Et nous allons tout de suite accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. Alors moi, mon problème est avec ma fille et son compagnon. Oui. Bon, c'est un couple qui vivent ensemble depuis 5 ou 6 ans. Ils sont très bien tous les deux. Ils viennent d'avoir un petit bébé qui a 7 mois. Oui. Donc, je suis allée passer Noël chez eux. Oui. Et j'ai constaté... Lui a beaucoup travaillé un peu partout dans le monde. Et puis, c'est un fan de choses qu'il a fait sur Internet. Mais maintenant, il a pris un magasin qui est à sa mère. Oui. Qui n'est pas loin de chez eux. Ils travaillent donc beaucoup parce qu'ils ont agrandi, ils ont déménagé. Donc, il a eu beaucoup à faire. Mais le problème, c'est que dans la semaine où je suis restée garder mon petit-fils, plusieurs fois, il est rentré tard. Trop tard, vu qu'il ferme quand même à 7h le soir, donc relativement tôt, sans vraiment de raison. Et sans prévenir.
Par exemple, une fois, ma fille l'a appelé sur son portable, il était au café à côté de chez elle, parce que le gars du café qu'il connaissait bien lui avait demandé, lui avait dit, bon, j'ai fait un vin chaud, viens boire un verre avec nous. Donc il était allé, puis il était parti à discuter, il avait complètement oublié de prévenir. Et puis 2 jours après, c'était pareil, à 9h30 le soir, elle n'était pas rentrée. Alors elle a eu beaucoup de mal à la voir. Quand elle a eu, il lui a dit qu'il avait rencontré des copains qu'il n'avait pas vus depuis 10 ans, donc il passait un moment avec eux. Donc à chaque fois, ma fille n'était pas très contente. Alors moi je lui ai dit, ne te mets pas en colère, surtout ne boude pas. Il y a sûrement une raison à ça. Et il faudrait voir quoi, parce que moi il me dit souvent, il m'a dit, il lui dit souvent à elle qu'il va faire en sorte de pouvoir rester plus souvent avec elle. Il va faire des choses sur son ordinateur pour gérer son magasin à plus ou moins à distance. Moi c'est ce qu'il m'a dit à moi, je veux rester plus longtemps avec Sandrine, je veux voir grandir le petit. Et en fait il se comporte comme si c'était pas vraiment son but. Ouais. C'est contradictoire. Oui. Comment réagit votre fille à la naissance du bébé ? Ah ben, il était très content parce qu'il espérait d'avoir un bébé. Oui, mais votre fille, quel rapport elle a avec lui depuis la naissance ? Alors ça, je ne sais pas trop. Apparemment, tout va bien, mais je n'en sais rien. Ouais. Est-ce qu'elle ne s'est pas laissée trop absorber par le devoir maternel, par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'il rentre un peu tard parce que finalement... il sait qu'elle est avec son petit bébé, voilà, elle va moins le regarder, un peu moins faire attention à lui, et lui il cherche à passer le temps avec des copains ailleurs. Mais quand il rentre à 10h du soir, le bébé il est couché depuis un petit moment. Ouais. Vous savez, souvent l'arrivée d'un petit bouleverse un peu un couple, en tout cas peut le déstabiliser pendant les quelques premiers mois. Parce que moi, ce qui m'a étonnée aussi, je suis toujours contente quand ma fille vient chez moi. J'habite à 2 heures de chez eux, mais j'y vais exceptionnellement, parce que j'aime pas trop aller... j'aime mieux les recevoir. Ouais. Et ma fille, depuis que le bébé est né, elle est venue pratiquement tous les mois passer une petite semaine chez moi, avec le bébé. Et je lui ai rien dit. Moi, elle me dit, est-ce que je peux venir une semaine ? Je lui dis, oui, bien sûr. Mais ça me surprend quand même. Parce que lui, il n'est jamais disponible, il a toujours trop de travail. Alors des fois, quand elle vient une semaine, il vient passer un jour ou deux, mais il n'est jamais disponible. Il semble n'avoir jamais de temps libre. C'est vrai que le magasin est ouvert 365 jours par an, mais quand même, il y a quelque chose qui va pas. Et ça m'inquiète. Qu'en pense votre fille ? Eh bien, elle m'en dit rien. Souvent, quand elle me téléphone, elle me dit « Oh, il est 8h30, il n'a encore pas mangé parce qu'il n'est pas rentré, il n'a pas téléphoné, je ne sais pas ce qu'il fait, etc. » Mais bon, j'ai bien vu que les 2 ou 3 fois c'est arrivé, bon, elle avait une colère rentrée, elle ne se met pas en colère, mais je sens bien qu'elle n'est pas contente. Je sens que le lendemain matin, au petit déjeuner, ils se parlent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ça m'embête. Là, ça ne nous a pas empêché de passer de bonnes fêtes de Noël, bien joyeusement, tout était... Mais bon, ça commence comme ça, par des petites choses, et après, ça... Bien sûr. Est-ce que votre fille vous en a parlé ? Non, elle m'en a pas. Elle m'a simplement dit souvent au téléphone, elle me dit comme ça qu'il rentre tard, mais sans se plaindre d'ailleurs. Et là, c'est parce que j'ai bien vu qu'elle était énervée. Oui. Écoutez, si elle ne vous en parle pas, c'est qu'elle n'a pas envie de vous en parler. Vous vous rendez bien compte qu'elle réalise et qu'elle s'est aperçue qu'il rentrait tard. Et moi, je lui ai dit que j'allais vous appeler. Oui. Non, mais et elle m'a dit oui. Oui, elle s'est rendue compte. Oui. Que son mari, enfin, ils ne sont pas mariés, mais disons que son compagnon rentrait tard. Elle est énervée, elle est en colère, donc la situation, elle la connaît. C'est donc que si elle ne vous en parle pas, elle n'a pas envie de vous en parler. D'accord. Elle n'a pas envie d'évoquer ce sujet avec vous. Si vous en parlez, elle risque de se mettre en colère et vous appuyer sur un point sensible qui va lui faire mal. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous tenir à distance de tout ça. D'accord. C'est-à-dire surtout de ne pas intervenir. Vous savez, c'est ce que je vous disais. Souvent, la naissance d'un enfant déstabilise, perturbe le couple, en tout cas pendant les premiers mois, le temps qu'on retrouve. Et c'est un troisième, c'est un tiers. Voilà. Il arrive, il est entre eux. Est-ce que leurs rapports ont changé ? On n'en sait rien. Elle ne va pas vous le dire parce que peut-être que ça touche leur intimité. Elle ne va pas vous le dire non plus. Tout ça, ce sont des problèmes à régler entre eux et qui n'ont rien à voir avec vous. Si elle avait envie de vous en parler, elle le ferait. Oui, non, mais ça je suis bien d'accord. Elle ne le fait pas.
Donc ça ne sert à rien d'aller la chercher sur un terrain que pour l'instant elle évite avec vous. Et puis peut-être que ça serait, faire exister vraiment un problème que pour l'instant elle n'a pas envie de voir. Voilà. C'est ça justement qui me tracasse. Mais je crois qu'elle le voit très bien. Parce que vous dites qu'elle a une colère rentrée, qu'elle est énervée, que le lendemain il se parle. Elle n'a pas envie pour l'instant de... Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et elle espère qu'avec le temps, ça va s'arranger. Elle a un atout majeur entre les mains, le bébé. Parce que le bébé, qu'est-ce qui va se passer ? Il va grandir. Il va devenir de plus en plus un pôle d'attraction. Bon, il faut se dire les choses. Vous savez comment c'est, un bébé de 2, 3, 4 mois, ça n'intéresse pas toujours les hommes. En revanche, quand ça commence à parler, quand ça commence à vous appeler papa et que ça vous court derrière, eh bien c'est drôlement attachant ces petits bouts. Oui, oui. Hein, et il faut bien voir qu'elle a ça avec elle et que ça c'est un argument de poids. Qui va le faire rentrer un peu plus tôt à la maison. J'espère. Oui, je crois. En tout cas, il faut leur laisser cette chance-là. Et surtout, je trouve que ça serait mieux que vous ne vous en mêliez pas. Ah non, mais je ne veux pas m'en mêler. Parce que d'abord, après, elle peut vous le reprocher. Imaginez ça et que... Ouais. Voilà, imaginez, ça va mieux. Elle vous dira, ça va mieux et tu m'avais dit. Si ça va mal, elle viendra toujours vous chercher. D'accord. La preuve en est, c'est qu'elle vient passer une petite semaine chez vous, comme ça, maintenant assez régulièrement, parce qu'elle a besoin de soutien. C'est un moyen de vous le dire sans vous le dire. D'accord. Donc, on laisse passer l'orage, le dos rond. Non. Attendez qu'elle vous en parle. D'accord. C'est mieux. D'ailleurs, vous voyez, je reçois un petit SMS de Lisa. Je pense que vous ne devez pas vous mêler de la vie de votre fille. Laissez-les se débrouiller entre eux. D'accord. Merci Lisa. On est d'accord toutes les deux. Voilà. Voilà. Mais dans un premier temps, et puis après, si la situation s'aggrave, si vous la voyez pleurer, si bien sûr vous intervenez, vous êtes sa mère, donc vous avez le droit d'être là. Hein, et de lui dire ce que vous pensez. On ne va pas se gêner avec sa fille. Mais là, tant qu'elle-même n'évoque pas le problème, c'est peut-être mieux de laisser tout ça en suspens. Parce que moi, elle me disait de temps en temps au téléphone qu'il n'était encore pas rentré, comme ça sans plus. Mais là, il se trouve que c'est la première fois que je vais une semaine chez eux et j'ai constaté ça 3 fois en une semaine. Et ça m'a vraiment inquiétée. Oui, mais ça sinon, je ne l'aurais pas vu si je n'étais pas allée. Bien sûr, mais peut-être que c'est momentané. Peut-être que c'est momentané, peut-être que c'est juste comme ça, un épisode dans leur vie. Chacun des deux a besoin de trouver sa marque face au nouveau. Hein, c'est un nouveau qui vient d'arriver chez eux. On ne sait pas comment c'était avant. Si elle est énervée, c'est que c'était pas le cas avant, justement. C'est que c'est tout nouveau. Donc il faut laisser le temps. Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et beaucoup de patience oui. aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci Michel. Europe 1, Caroline Veil. Et puis nous allons poursuivre avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. Merci pour mon appel et merci pour la qualité de votre émission aussi. Oh, merci à vous. Avant tout, je vous écoute tous les soirs, voilà. Oui, enfin, c'est pas tout le mois, tous les soirs, mais c'est bien. Je voulais faire passer un petit message d'espoir. Oui. En fait, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Oui. J'ai vécu 29 ans d'anorexie mentale. Combien vous dites ? 29 ans. Oui, c'est beaucoup. Quel âge avez-vous, Isabelle ? J'ai 44 ans. Oui. Il y a 3 ans, je pesais 29 kilos. Et ça, c'est pas beaucoup. Non, et j'ai réussi toute seule à reprendre mes kilos sans être hospitalisée. Bravo. Comment vous avez fait ? J'étais à la limite d'hospitalisation. Je ne voulais pas être hospitalisée parce qu'à chaque fois qu'on m'avait hospitalisée, on m'avait enfermée en cellule dans des conditions inimaginables. Oui. Avec très peu d'hygiène, aucun contact. On m'enlevait même ma montre pour que je n'ai pas de notion du temps. J'ai pas de papier, pas de crayon. Enfin, on m'enfermait les lavabos parce qu'on avait peur que je vomisse alors que j'avais jamais vomi de ma vie dans un placard. J'avais 5 minutes pour faire ma toilette le matin, c'était tout. Enfin, aucune personne ne venait me parler. Donc j'avais été très traumatisée par les précédentes hospitalisations. Oui. Et ce qui m'a aidée, c'était que j'allais voir une diététicienne régulièrement. Oui, c'est bien ça. J'avais une énorme confiance, oui.
Et donc, mes os se cassaient. J'étais tellement affaiblie que je n'arrivais plus à marcher. J'avais des lésions au niveau des tendons et de la ponévrose. Et j'avais mes os qui se cassaient avec l'ostéoporose. Mon Dieu. Donc, je souffrais de martyre. Et je suis sortie de chez ma diététicienne. Je suis allée faire mes courses. Et mon frigidaire ne ressemblait plus au frigidaire d'Isabelle. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 0%, mais du 20 et 40% déjà. Parce que je mange beaucoup de produits laitiers. Oui. Et ma mère m'a fait du phare, elle m'a fait des crêpes, j'ai fait du riz au lait, je suis bretonne. Ouais. Et je mange de la semoule. Bon, je suis encore sélective sur mes aliments, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Par goût, je mange par dégoût, je ne suis pas du tout attirée par ce genre d'aliments. Et donc, j'ai réussi à récupérer mes kilos comme ça, petit à petit. Et au départ, il faut dire que je mangeais beaucoup. Et j'arrivais pas à prendre de poids parce que mon corps, il récupérait, stockait tout ce qu'il pouvait stocker. Puisque j'avais sous-alimenté pendant des années, en fait. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, je prenais des compléments alimentaires qu'on me donne à la pharmacie. Oui. Des briques, des crèmes hypercaloriques. Ça vous faisait du bien ? En vitamines. Comment ? Ça vous faisait du bien ? Oui, ça m'a aidé à décoller. Oui. Et alors, comment vous vivez maintenant ? Alors maintenant, je revis, je n'ai plus de douleur, je peux marcher 2 heures dans la journée si je veux. Je fais 3 fois par semaine, je fais 1h30 de natation. C'est pas un peu trop, ça, de sport ? J'aime ça. Oui, bien sûr. Mais c'est... Parce que... Là, je me stabilise autour de 45. Oui, c'est ça, je viens de faire un petit calcul rapide. Tout ça, ça nous fait 45 kilos. Alors, c'est très bien et bravo. Mais est-ce que le sport n'est pas une façon de continuer à ne pas prendre de poids ? Non, parce que je me suis vu prendre du poids. Je vais souvent le samedi et le dimanche à la piscine. Oui, ça vous détend. Je mange plus et je me suis vu prendre du poids pendant que j'allais à la piscine. Ah, bravo, d'accord. Parce que je mange plus, en fait. Oui. Et alors, est-ce que vous pensez être sortie de cette anorexie Non. Non. J'en ai parlé à ma psychiatre et ma psychiatre m'a dit qu'après 29 ans d'anorexie, on est anorexique à vie. Je serais toujours très fragile. Ouais. Et ça, il faut que j'en sois consciente parce qu'au moindre dérapage, je peux dégringoler encore très très vite. Ouais. Et est-ce que vous travaillez, Isabelle ? Non, j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Et le désavantage aussi de cette maladie, c'est quand même 29 ans, que j'ai perdu mes amis, quoi. Je suis très isolée. Heureusement, je fais de la peinture, je m'occupe, j'ai du bon. La liaison n'est pas très bonne. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone ou en tout cas du poste ? Je ne vous entends pas très bien. Isabelle ? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Isabelle. Peut-être un petit problème de batterie. Bien, le temps de retrouver Isabelle, nous allons continuer avec Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, je voulais faire part pas d'une indignation, mais certaines choses qui me tracassent vis-à-vis des handicapés. Oui. Je suis une personne seule. Oui. J'ai 46 ans. Oui. J'ai perdu la vue. Rien que la vue, tout le reste marche très bien. Quand ? Et... Quand avez-vous perdu la vue, Frédéric ? Non, il y a 16 ans. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Il y a 16 ans. Il y a 16 ans, d'accord. À la suite d'un accident ? Oui, un accident. J'ai pris de l'acétylfurine dans les yeux. D'accord. Et ça ne se voit pas. C'est des vapeurs. Ça ne se voit pas. Et il y a une espèce d'ostracisme qui se passe envers moi. Des gens sont très gentils, très sympathiques. Et puis à partir du moment où ils comprennent que vous êtes aveugle, oui, parce que ça ne se voit pas sur moi. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes aveugle. Alors là, c'est bien dommage. Vous êtes une personne intéressante.
intellectuellement intéressante, mais mais bon, vous êtes aveugle. Ouais. En fait, vous êtes en train de me dire que le handicap fait peur aux autres. Oui. Ce qui est dommage, c'est que, je suis un ex-ingénieur chimiste, et ma tête, tout va bien. Oui. J'ai eu un accident de travail. J'ai des amis qui sont mariés, qui sont... Et eux vous invitent ? Oui, bien sûr, oui. Ce sont des gens qui ne comprennent pas, absolument pas, qui sont désespérés que je reste seul. Ouais. Je puisse rester seul. Je leur dis oui, mais bon, vous savez, moi j'ai une canne blanche qui s'appelle Blanchette, j'ai beaucoup d'humour, je m'amuse avec mon handicap, et puis les gens ont peur. Oui. Les autres, pas vos amis. Non, pas mes amis. Dès qu'on me connaît, dès qu'on prend 15, 20 minutes à me connaître, oui. On me trouve intéressant. Mais j'en suis sûre. Et ça me fait en fait, ce sont ces 15-20 minutes qui sont difficiles ? Oui, mais les gens ne prennent pas ces 15-20 minutes. Vous êtes handicapé, ils ne prennent pas ces 15-20 minutes. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens qui ne prennent pas ces 15-20 minutes ne sont pas intelligents et donc vous ne ratez rien parce que les autres le font. Mais le fait est que, par exemple, je fais attention à beaucoup de choses. Par exemple, j'ai subi subi n'est pas le mot. Hein. J'ai eu une rééducation canadienne où on aborde le problème de la sociabilité. Oui. Vous êtes par exemple en train de traverser, si quelqu'un, même si vous savez comment traverser parce que vous écoutez les carrefours ou autres à droite, à gauche, vous savez comment très bien traverser, si une dame vous dit, ou un homme vous dit, vous pouvez y aller, même si je le sais, je remercie, je remercie parce que d'autres qui ne le seront pas, pourraient être dans la difficulté. Non, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes sociable. Comment ? Vous êtes sociable et prêt à nouer le contact et vous ne refusez pas l'aide, même si elle ne vous semble pas nécessaire. C'est-à-dire que vous ne refusez pas le contact, vous. Non, moi je refuse pas le contact, au contraire. Mais le problème, c'est que les gens sont comment vous dirais-je, sont idiots. Un handicap au secours. Ouais, je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Mais moi, j'ai envie de vous dire, et je reçois un SMS dans ce sens, d'ailleurs, les ignorants sont un mot que je ne peux pas prononcer à l'antenne. Et j'ai envie de vous dire que ceux qui ne prennent pas le temps de vous parler, de faire connaissance avec vous, ne sont pas d'un grand intérêt. Oui, mais des gens qu'ils prennent contact et qu'ils prennent contact avec moi. Moi, je ne suis pas un fanat de Facebook, de tout ce qui se passe sur l'ordinateur, parce que je trouve ça petit, si je peux me permettre. Ouais. On met ce qu'on veut, on marque quand on veut. Oui, c'est-à-dire que vous pensez que c'est une fausse réalité. Oui, on peut marquer des qualités qu'on n'a pas. Mais les gens qui me connaissent, sont adorables avec moi, mais néanmoins ont leur famille, ont leurs enfants, ont leur vie. Leur vie, et ne peuvent pas évidemment passer Noël, passer le 1er de l'an, passer des jours du week-end avec moi, même si ça arrive. Mais vous pensez en fait que le handicap vous enferme dans une forme de solitude ? Oui. Ouais. Une forme de solitude, alors que moi je ne demande pas grand-chose. Je demande d'attendre. J'ai 46 ans, comme je vous l'ai dit. La tendresse, l'affection, l'amour.
je ne serais pas comme vous avez eu... Mais vous savez, ça c'est un mal dont souffrent beaucoup de personnes qui n'ont pas de handicap. La solitude. Et qui ont envie de tendresse et qui ont envie d'amour. Oui, je n'en ai pas souffert pendant... c'est un accident, j'en ai pas souffert pendant ma petite enfance et mon enfance. Ouais. Mais je trouve ça injuste que parce qu'on a un handicap, on se retrouve mis au banc public. Et je suis d'accord avec vous. Des gens qui me connaissent me disent mais c'est pas possible que tu puisses pas rencontrer des gens et apporter tout ce que tu as apporté. Oui, mais apporter et rencontrer qui? Parce que bon, une personne qui est non-voyante ne peut pas faire le premier pas. C'est compliqué. Je sais pas si vous comprenez. Mais très bien. On ne peut pas faire le premier pas. On ne peut pas... Ouais. En tout cas, vous pensez qu'on ne peut pas faire le premier pas. Donc, je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Maintenant, est-ce que vous avez essayé... Bon, tout à l'heure, il y avait aussi une personne qui était non-voyante. Les associations, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un, ce monsieur avait rencontré quelqu'un par le biais d'une association. Oui, bien sûr, il y a les auxiliaires des aveugles, il y a beaucoup de... Non, mais il y a d'autres... Voilà, est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Mais le problème de ces associations, ce sont des associations de gens qui... alors, sans paraître... je ne voudrais pas paraître... sont des associations où les personnes ont un certain âge. Oui. Étant ingénieur chimiste, j'ai une culture de père en fils, une culture facile et grande, et je n'arrive pas à m'entendre avec ces gens. Oui, mais regardez, par exemple, moi je reçois un SMS, je trouve très intéressant Frédéric, je suis non-voyante et j'ai envie de laisser mes coordonnées. Qu'elle laisse, Sarah. Donc on pourra éventuellement vous les donner hors antenne. Je crois qu'en fait, dès que vous parlez, dès que vous vous exprimez, Frédéric, dès que vous avez, vous, le courage de franchir cette barrière, je pense que le handicap, hélas, et je dis bien hélas, on est d'accord. Hein. Quoi ? On est d'accord. Oui, vous oblige à faire plus d'efforts qu'un autre. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une barrière. Alors, je ne pense pas que ce soit toujours par bêtise, je pense aussi que c'est par peur. Quelquefois, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec quelqu'un qui est non-voyant ou qui ne peut pas marcher, et que la maladie, si vous voulez, fait que les autres peuvent se sentir mal à l'aise. Ils ont tort, ils ont juste oublié ceci, c'est que on a tous un handicap et que pour certains, le handicap est plus visible que chez d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est non-voyant, il y a un effort supplémentaire à fournir. Et je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Comment ça s'appelle, l'effort à fournir, je le fournis. Je veux dire, par exemple, je suis à un croisement, je ne vais pas, une dame me dit, vous pouvez traverser, ou un homme me dit, vous pouvez traverser, même si je le sais que je vais traverser, je lui dis merci, parce que je me dis que cette personne doit être remerciée. La personne suivante qui va passer, elle ne pourra pas avoir cette facilité à pouvoir traverser comme ça, et elle sera bien contente de retrouver ce... Oui, mais c'est surtout quelqu'un qui a le souci de vous. C'est très important de pouvoir de penser aux autres handicapés de même nature. Mais comment dirais-je, il faut aussi avoir de l'humour. Bon, je faisais des courses il n'y a pas très très longtemps. J'avais fait tomber dans la canne blanche qui était complètement repliée, bouffait le thon. Bon, je la trouvais plus. Je demandais à la caissière où est passée ma blanchette, où est passée blanchette. Non, effectivement, vous avez de l'humour. Écoutez, Frédéric, ce que vous dites est juste. Elle était très gentille, elle s'est amusée. Bon, mais on ne peut pas, nous-mêmes, non-voyants, aller vers l'autre. Si quelqu'un vient vers vous, eh bien,
dans ces cas-là, on... Oui, vous remerciez, je suis d'accord avec vous. Écoutez, je vous remercie. Et on va vers l'autre. Mais si personne ne vient vers nous, on ne va pas vers l'autre. Oui, c'est ça. C'est un premier barrage à franchir, je suis d'accord avec vous. C'est un barrage difficile à franchir. Je suis d'accord, j'en conviens. Frédéric, je suis obligée de m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage, parce que ce que vous dites est vrai et ça soulève une question difficile à aborder. Merci, au revoir. Au revoir. Mon numéro. On va vous prendre vos coordonnées hors antenne. Merci à vous.